Donc Nicolas Régis, conseiller référendaire à la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Donc moi j'ai traité deux sujets. Le premier sujet est le statut probatoire des expertises privées, donc des expertises produites par une seule partie. J'ai rappelé la règle posée par l'arrêt de chambre mixte de 2012 de la Cour de cassation qui interdit au juge de s'appuyer uniquement sur une expertise produite par une seule partie pour statuer sur la responsabilité ou évaluer le préjudice. J'ai indiqué également que j'ai fouillé, disons que j'ai creusé le sens que pouvait revêtir cette jurisprudence en matière d'indemnisation d'un préjudice né d'une pratique anticoncurrentielle. Et j'ai fait remarquer que la Cour de cassation, dans son arrêt Orange contre Digicel du 1er mars 2023, s'était efforcé de voir si le juge s'en était remis ou pas exclusivement à une expertise privée ou s'il avait au contraire réussi à s'appuyer sur d'autres éléments du débat et notamment sur des éléments qui étaient partagés par les deux experts des parties sur lesquels il s'était opposé et entre lesquels il avait finalement dû choisir sans s'en remettre exclusivement à l'une des expertises produites par une partie. J'ai ensuite traité de la question de la reconnaissance par la Cour de cassation du préjudice financier, du préjudice d'investissement, c'est-à-dire un préjudice additionnel qui est produit par l'indisponibilité des sommes perdues du fait de la pratique anticoncurrentielle. Donc une société perd une somme d'argent dans le cadre d'un préjudice d'éviction et ne peut pas investir ces sommes, ne peut pas faire produire à ces sommes des intérêts. Donc elle subit un préjudice. La Cour de cassation a reconnu l'existence de tels préjudices et a simplement exigé deux niveaux de preuve importants. Tout d'abord, la victime prétendue doit prouver qu'elle entendait bien faire un investissement. Il ne suffit pas de dire qu'elle aurait pu placer cet argent pour demander la rentabilité, les gains dus à la rentabilité d'un tel investissement. Il faut prouver qu'on avait une démarche en ce sens et qu'on voulait bien investir les sommes. Et la deuxième contrainte est de prouver qu'on ne pouvait pas financer autrement cet investissement que par les sommes perdues du fait du préjudice d'éviction. Et ce sont les deux conditions qui permettent donc de reconnaître l'existence d'un préjudice d'investissement. La Cour de cassation a aussi tranché deux autres questions sur le point de départ de ce préjudice et le terme de ce préjudice. Le point de départ, elle a considéré qu'il ne pouvait pas être fixé au jour des pratiques anticoncurrentielles, mais à l'issue des conséquences de ces pratiques, et qu'ensuite ça devait être une évaluation glissante au fur et à mesure de l'augmentation de ce préjudice. Et au niveau du terme de ce préjudice est réparé par des intérêts compensatoires, et ce taux d'intérêt compensatoire court jusqu'au jour du jugement, et à compter du jugement, c'est la loi qui prend le relais, et les intérêts légaux, donc les intérêts moratoires et le taux d'intérêt légal qui prend le relais de l'indemnisation de cette indisponibilité des sommes. Voilà.